Bonjour à tous. Alors nous l'avons vu durant toute cette journée, les études des surcotes, donc du dépassement anormal des niveaux de la mer sont de plus en plus abouties, de plus en plus pointues. Alors c'est une bonne nouvelle évidemment dans le contexte des changements climatiques et d'une densité de population toujours plus forte chaque année le long des littoraux. La tempête Xynthia de février 2010 a servi d'accélérateur, on s'en est bien rendu compte aujourd'hui, puisque je crois qu'il n'y a pas un seul exposé, à part peut-être le dernier encore, où elle n'a pas été citée. Mais que s'est-il vraiment passé depuis et est-ce que ces études, aussi sophistiquées soient-elles, servent réellement à accroître la prévention des risques? Alors qu'en est-il en France, mais aussi ailleurs, notamment en Afrique de l'Ouest? C'est ce dont nous allons parler avec les intervenants que je vous présente tout de suite. Donc à ma droite, Marc Jacquet, qui est chef du service des risques naturels et hydrauliques à la direction de la gestion de la prévention des risques au sein du ministère de l'écologie. Luc Ham, qui est donc voilà, au bout. C'est pas très convivial pour discuter. Vous nous voyez bien, mais nous, on se voit pas trop entre nous, mais on va essayer de se débrouiller comme ça. Donc, Luc Ham, qui est directeur technique pour les activités maritimes du bureau d'études Artelia. Pascal Mallet, qui est donc sur ma gauche, qui est directeur adjoint à la direction pour l'information sur les risques majeurs de la communauté de l'agglomération havraise. Denis Paradis, sur ma droite, qui est adjoint au chef du département prévision marine et océanographie à la direction des opérations pour la prévision de Météo France. À ma gauche, Quadio Salomon Yao, qui est donc attaché de recherche au Centre de recherche océanologique à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et Rodrigo Pedreros, aussi sur ma gauche, qui est donc spécialiste des problématiques liées à la submersion côtière au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Alors en gros, nous allons échanger entre nous pendant une heure et quart. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions. Il faut qu'on... Non, pendant un petit peu moins, oui, disons une heure, parce qu'il faut qu'on rende la salle impérativement à 17h15. Donc on va discuter une heure et puis on vous laissera ensuite... la parole si vous voulez poser quelques questions. Alors Marc Jacquet, je voulais débuter avec vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance justement de connecter les études comme celles qui ont été présentées aujourd'hui à l'action de prévention, ne serait-ce que par le nombre de personnes concernées? Oui, bonjour à... voilà. Merci, bonjour à toutes et tous. Oui, c'est effectivement important de développer les connaissances par rapport aux enjeux. Alors peut-être deux mots sur un petit peu le cadre général qui donc s'est développé notamment dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle la directive inondation, enfin, pour que vous ayez un peu le cadre général avec en particulier la stratégie nationale de gestion du risque inondation qui a été adoptée en 2014, qui se décline ensuite sur les territoires à travers ce qu'on appelle les plans de gestion du risque inondation et les territoires à risque important avec des stratégies locales. Sur les 122 territoires à risque important qui ont été identifiés dans le cadre de la directive inondation, 32 concernent le littoral. Et effectivement, il y a des enjeux importants, d'autant que vous le savez, il y a quand même dans le cadre de l'évolution démographique, une attraction, une attractivité très forte sur le littoral. Et donc lors de l'élaboration de ce qu'on appelle les prix évaluation préliminaire du risque inondation dans le cadre de la directive inondation, ce ne sont pas moi au niveau de l'ensemble du territoire national, 17 millions d'habitants qui sont en zone potentiellement inondable. Et parmi ces 17 millions d'habitants, vous en avez 1,5 million, si je fais métropole et outre-mer, 1,5 million qui sont situés en zone potentiellement de risque de submersion marine. Voilà, donc par rapport aux sujets qui ont été abordés tout au long de ces différentes journées, et demain aussi, ce sujet, donc effectivement, est un enjeu important. 1,5 million de personnes susceptibles d'être concernées, en soulignant que 20% des habitats dans ces zones-là sont de plein pied. Et donc vous avez, je pense, tous en tête, puisque on a dit tout de suite qu'une grande partie des intervenants précédents ont cité la tempête Xynthia, donc je la citerai aussi, puisque vous avez en tête bien évidemment le drame de la Faute-sur-Mer lors de la tempête Xynthia, où là on était bien sur une problématique de ce type avec de l'habitat de plein pied dans une zone de cuvette. Et donc a été mis en œuvre aussi, donc suite à cette catastrophe Xynthia, j'y reviendrai peut-être après, à ce qu'on appelle le plan submersion rapide, qui a permis de développer toute une politique très opérationnelle qui, bien évidemment, est à relier avec la mise en œuvre de la directive inondation. Donc cette
pour répondre également à la question de la connaissance. Donc l'amélioration de la connaissance nous permet, notamment parmi les différents axes qui structurent la politique de gestion de la prévention des risques d'inondation. La connaissance est bien évidemment un élément clé qui permet d'une part, par rapport notamment un des axes qui est la maîtrise de l'urbanisation dans les zones soumises à des risques, notamment et en lien avec les collectivités, l'élaboration de ce qu'on appelle les plans de prévention des risques, et notamment sur le littoral, les plans de prévention des risques littoraux, dont bien évidemment la submersion marine, et l'ensemble des échanges que vous avez eus tout au long de la journée et les différentes applications qui ont été présentées sont directement utiles, bien évidemment, pour pouvoir cadrer les différents exercices de modélisation qui sont nécessaires pour l'élaboration de ces plans de prévention des risques. Je pourrais y revenir. Et deuxième élément aussi important de ces connaissances, c'est qu'elles sont directement utiles pour, bien sûr, les prévisions qui peuvent être faites et ensuite les dispositifs d'alerte par rapport aux populations, et donc très directement utiles pour les aspects de sécurité. Je citerai simplement un dispositif qui a été mis en œuvre juste après Xynthia, avec sous bien évidemment le pilotage de Météo France, c'est ce qu'on appelle la vigilance vague submersion marine, dont l'application homonyme qui a été présentée cet après-midi et a été, je dirais, directement utile pour ce développement. Merci Rodrigo. Voilà. Merci Rodrigo Pedreros. Est-ce que vous partagez ce constat sur le progrès des connaissances, et est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, elles sont à la hauteur des enjeux? En effet, je partage cette avancée qu'il y a eu, en fait, cette poussée qu'il y a eu après Xynthia, à tout niveau, en fait. Par exemple, pour l'alerte, ça a été dit. C'était quoi les messages d'alerte le matin du 27 février 2010? C'était alerte rouge, attention, vent très fort, restez chez vous, et possibilité de débordement des fleuves côté Atlantique. Avec ça, justement, on ne pouvait pas faire grand-chose pour éviter ce qui est arrivé. Or, dès octobre donc, 2011, un an et quelques mois après, on a ce qu'on appelle donc la vigilance vague submersion, et là, justement, on tient en compte ce cas-là. Et là, dans les consignes, en fonction du niveau, on dit « attention, préparez-vous, vous pourrez être évacué ». Donc là, il y a un progrès énorme en termes de prévention, de l'alerte et de prise de conscience aussi des gens qui se disent « maintenant, on peut partir ». Donc sur ces points-là, c'était très bénéfique. Maintenant, aussi sur les PPRL, on s'est rendu compte aussi avec Xynthia que finalement, la doctrine qui prévalait pour les plans de prévention des risques littoraux, donc qui était établie en 1997, n'était pas forcément très adaptée. À savoir, à l'époque, on utilisait uniquement, pour caractériser les niveaux maximum statiques à la côte, les données marégraphiques, donc on tirait des lois, comme on a la statistique pour calculer des périodes de retour. Donc on se basait essentiellement sur ces niveaux-là, et on croisait avec une topographie qu'à l'époque, c'était la BD Topo IGN, c'était des mailles de 50 mètres, donc avec des erreurs en Z de plusieurs mètres. Depuis donc l'eau a coulé, on a avancé, et on s'est rendu compte donc que finalement, les tempêtes, il y a le niveau d'eau qui sont importants, mais il y a des vagues aussi qui peuvent être importantes. Donc maintenant, dans la nouvelle doctrine, on dit qu'il faut tenir compte non seulement des niveaux d'eau, mais des vagues, et tenir compte d'une concomitance possible, comme ça a pu être le cas avec Xynthia. Donc ça, c'est un point important. L'autre point important aussi, on va discuter plutôt demain de ça, c'est la prise en compte de l'élévation du niveau de la mer. Ce n'était pas pris en compte dans la doctrine 97, maintenant oui, donc avec un point, on dit pour l'ALIA actuelle, donc on va prendre 20 cm, et pour l'ALIA à l'horizon 2100, ça va être 60 cm. C'est carré, c'est peut-être critiquable, mais au moins, ça y est, ça existe. Voilà. Et un autre point aussi, on s'est rendu compte, le fait de tenir compte ou pas des ouvrages de protection côtier, des digues, etc. Donc, les ouvrages donc, ont un rôle donc, de perturbation des écoulements côtiers. Donc,
du coup, ils sont pris en compte dans la nouvelle doctrine, donc, qui date de 2013, 2014. Mais comme on sait, aucun ouvrage n'est défaillant, insubmersible, comme on a pu l'avoir récemment aussi au Japon. Du coup, on prend en compte, d'accord, mais attention, on va faire des scénarios de défaillance. Et attention, il peut y avoir même un suralia derrière les ouvrages. Donc, on avance. Depuis aussi, grâce à des projets comme Litho 3D, donc piloté par le CHOM l'IGN, on s'est rendu compte qu'on vit sur le littoral, donc c'est pas forcément de la terre, c'est pas forcément de la mer, entre les deux. Donc il y a des levées qui ont été faits avec une même référence verticale, assez haute définition, donc avec des mailles, on va dire des pixels d'1 mètre. Et c'est grâce à ça aussi qu'on peut maintenant calculer de façon plus précise la submersion. Voilà, donc voilà que quelques éléments, j'en pourrais énoncer d'autres, mais c'est les principaux pour moi de les avancées qu'on a pu voir. Mais encore, on peut aller bien plus loin en tout ce qui est prévision. Oui, on va y revenir. Lucas, est-ce que vous fournissez des données aussi aux décideurs? Est-ce que vous partagez cette amélioration des connaissances en lien avec les besoins de l'action? Donc effectivement, ce que vient de dire Rodrigo concerne deux domaines. Il y a le domaine des progrès de la connaissance, et puis ensuite il y a l'application par les pouvoirs publics. Donc, alors on reviendra un peu sur l'application après, mais tout d'abord sur les progrès. Mais sur les points de connaissance, bien sûr, on a bien avancé, et je dirais qu'un des effets salutaires de Xynthia aussi est venu des historiens qui ont vraiment tapé du poing sur la table en 2010 en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de ces gens qui racontent qu'il n'y a jamais eu de submersion, et ils nous ont vraiment fait tous progresser, y compris donc, et ça a boosté, je dirais, toute la recherche, comme on a vu, ces recherches sur les extrêmes, sur la modélisation des événements. Donc il y a vraiment eu des progrès qui ont été induits par ce sursaut des historiens de ne pas laisser la mémoire s'évanouir. Merci. Denis Paradis, vous travaillez donc pour Météo France. Il y a eu aussi du coup de grands progrès pour tout ce qui est alerte à la vigilance. Alors oui, effectivement, le sujet a déjà été abordé. Donc effectivement, depuis octobre 2011, la submersion marine est un des aléas que Météo France prend en charge et prévoit. Donc avec un message le plus clair possible vers le grand public, mais aussi vers les acteurs de la sécurité en France. De façon à ce qu'il puisse être ensuite porté et utilisé à bon escient. Donc au travers des nombreux exposés qu'on a pu suivre depuis hier, on a vu une amélioration de la connaissance tant au niveau de l'observation qu'au niveau de la modélisation, et donc tous ces points de vue-là ont des débouchés directement sur ce système-là, parce que le réseau d'observation qui s'améliore, qui s'enrichit et qui devient plus précis avec des transmissions qui se font de mieux en mieux, nous permet à nous, en temps réel, de pouvoir vérifier que les modèles suivent une bonne trajectoire, et également, dans le cadre de la modélisation, de caler, de contrôler le modèle et de les améliorer également. Après ça, au niveau de la modélisation, là, la chose va un petit peu de soi. Effectivement, donc la meilleure connaissance que l'on a des phénomènes physiques qui se passent, comme les différents outils qui sont mis en avant, testés, donc sont des sources de progrès pour nous. Et donc l'objectif après ça, c'est de trouver un compromis entre donc la qualité et la précision de ces modèles-là, et donc les ressources informatiques disponibles pour les faire tourner, les ressources réseau aussi pour échanger toutes ces données. Parce qu'on voit qu'on peut aller de plus en plus précis, on peut aller vers à prévoir des choses de plus en plus précises, mais ce n'est pas toujours réalisable en temps réel. Et donc, dernier élément aussi que j'aimerais apporter, c'est l'importance de la météorologie dans ce système, et donc les incertitudes aussi portées par les modèles. Donc, par les modèles atmosphériques. Donc le sujet a également été évoqué, mais ça reste extrêmement important de ne pas de garder en tête que le moteur premier de ces phénomènes de submersion marine reste le vent, la pression.
soit au travers des surcotes elles-mêmes, mais aussi avec les états de mer et les vagues qui sont aussi générées par ces vents-là. Donc la connaissance la plus précise possible des vents est importante. C'est pour ça que Météo France est appliquée sur ce sujet-là. Mais il faut qu'on travaille aussi sur des systèmes qui prennent en compte l'incertitude. Et donc là, on n'en a pas beaucoup parlé durant ce séminaire, mais des techniques comme les prises d'ensemble peuvent aussi apporter des choses pour soit connaître la prévisibilité d'une situation que l'on voit arriver, ou pour même chiffrer les probabilités d'occurrence de telle ou telle surcote. Merci Quadio. Salomon Ayo, vous aussi, vous avez eu une tempête. Hein. C'était en août 2011. Ça a sûrement permis aussi de sensibiliser les décideurs en Côte d'Ivoire et plus généralement en Afrique de l'Ouest. Comment vous réagissez par rapport à ce que vous venez d'entendre sur l'état des connaissances en France ? Ok, merci. Je pense que l'état de connaissance en France est beaucoup plus avancé qu'en Afrique. Généralement, particulièrement le cas de la Côte d'Ivoire, où nous ne sommes pas encore au stade des systèmes d'alerte précoce ou bien de plans de prévention de risques. C'est maintenant que nous instaurons ces systèmes-là au niveau de nos États, au niveau des autorités. Ils prennent en compte ce problème à la suite de la tempête de 2011 et récemment même en 2012 et 2014, où il y a eu encore des événements, une des photos que le professeur Dano a montré ici. Alors, on voit qu'ici, le réseau d'observation est beaucoup renforcé par rapport à nos pays, généralement les pays africains. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on se contente plus de la description de l'impact de ces événements-là que d'accès à la recherche sur l'acquisition de données pour pouvoir faire de la prévention. Alors, on s'inspire plus toujours des expériences des autres pays pour pouvoir instruire nos autorités pour la bienvenue des réseaux d'observation, pour qu'à long terme, on puisse, dans nos États aussi, prévoir ces systèmes d'alerte dans le cadre de la gestion du littoral. Mais vous vous appuyez, il y a quand même de plus en plus de formations, vous appuyez sur les universités, il y a des doctorants qui travaillent de plus en plus sur ces sujets ? Oui, de plus en plus, il y a des doctorants qui travaillent sur ce sujet. On travaille en collaboration avec l'université de Cocody, qui est en collaboration avec l'IRD et Lagos. Et ils sont plus sur les aspects d'océanographie physique. Alors, c'est des aspects qui nous intéressent, puisque c'est généralement à ce niveau-là qu'on a le moteur de l'aléa qu'on observe sur la côte. Donc, on est tous en collaboration avec soit l'université de Cocody, la Sodexam qui s'occupe de la météo, mais plus de la météo continentale que de la météo marine, et les deux ports qui jouent le rôle d'observateurs en termes de variation du niveau marin. Merci. Alors Lucam, en préparant cette table ronde, vous m'avez dit que vous étiez un petit peu perplexe. Vous étiez un petit peu perplexe face au nombre d'études produites et leur appropriation par les décideurs. Alors expliquez-nous votre perplexité. Oui, effectivement, en tant que bureau d'études, ma société se trouve à l'interface entre les scientifiques et puis le public. Elle intervient, par exemple, pour le compte de l'ELETA pour établir ces fameux plans de prévention des risques littoraux. Et notamment, nous sommes intervenus récemment aux côtés de l'État pour l'île de Ré. Et ça a été vraiment, c'est là que on a vu comment les passions humaines se déchaînent sur ces questions-là. Et puis maintenant, ces questions, elles se traitent au tribunal. C'est-à-dire que je lis les chroniques judiciaires pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, ça se passe au tribunal administratif de Poitiers, après la cour d'appel de Bordeaux. Vous me disiez, les juristes ont remplacé les ingénieurs. Voilà, c'est ça. Les juristes ont remplacé les ingénieurs. Ce sont les juges qui décident de ce qu'il faut faire, de ce qui est considéré comme un permis de construire qui est admissible ou pas, zone inondable ou pas, effectivement. C'est bien ça. Et j'ai aussi été expert auprès du juge
au tribunal des Sables d'Olonne hein, pour Cynthia. Et là encore, j'étais face au maire et j'ai bien vu que je me sentais inaudible, quoi. Quand j'essayais de lui expliquer le risque qu'il faisait prendre, où lui disait c'est un événement qui va revenir une fois tous les 10 000 ans, donc j'y suis pour rien. Donc, alors c'est vrai qu'il y a des définitions du risque ou des périodes de retour qui sont malvenues, mais moi j'ai essayé de faire un calcul de probabilité sur une personne qui passe toute sa vie à la Faute-sur-Mer. C'est pas seulement le temps de retour, c'est une probabilité annuelle. Donc c'est bien pour un touriste, mais pour les habitants, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Vous voyez, donc je me sentais vraiment inaudible face à cet homme. Alors Denis Paradis parlait justement de l'importance du doute. Peut-être que c'est difficile malgré, on a vu toutes les études qui ont été présentées aujourd'hui, c'est peut-être difficile pour les décideurs parce que évidemment prendre des décisions, ça implique des investissements, ça implique un courage politique fort. Hein. On voit que les nombreux maires ils n'étaient pas très nombreux d'ailleurs, mais les maires qui avaient pris des décisions politiques courageuses, éventuellement de relocalisation de certains habitats, ont eu du mal à passer les dernières municipales. Donc, Marc Jacquet, est-ce que vous comprenez cette perplexité de Luc Ham ? Oui, je comprends parfaitement. L'exemple qu'il a cité est effectivement bien connu, puisque, en règle générale, lorsque les PPR se passent bien, ils restent au niveau local, ne remontent pas au niveau central. Là, effectivement, celui qui a été cité a fait partie de ceux, rares, mais quand même, il y en a quelques-uns qui remontent au niveau central. C'est vrai que sur des territoires très attractifs, comme l'île de Ré ou d'autres sites, il y a une attention toute particulière. Et il est vrai aussi qu'on est sur des territoires où le risque existe. Je veux dire, ce sont des territoires qui sont bas. Les tempêtes, et notamment la tempête Xynthia, l'a bien montré. Donc on a bien, je veux dire, de façon objective, un territoire à risque. Et toute la difficulté après, pour les élus, dans le cadre de ces procédures d'élaboration des PPR. Alors je rappelle que les plans de prévention des risques, c'est une servitude d'urbanisme qui est conduite par l'État, par le préfet, et qui doit ensuite être annexée au PLU. Donc on est sur une procédure État qui associe bien évidemment très étroitement les élus. C'est vrai que la connaissance, toute la connaissance, et donc l'ensemble des études scientifiques qui ont été et les recherches, des travaux de recherche que vous faites sont in fine très directement utiles pour nous au niveau de l'administration centrale lorsqu'on élabore. On a cité tout à l'heure le guide plan d'élaboration des PPR qui a été donc diffusé en 2014. Précédemment, une instruction de juillet 2011 avait précisé les modalités d'élaboration des PPR. Et là, c'est bien sur ces bases-là que sont élaborés je veux dire, ces documents. Et lorsque, je dirais, la procédure s'engage, on lance les études de modélisation, une des difficultés, c'est à la fois alors la certitude, le mot n'est pas bon, d'autant plus que mon collègue à ma droite vient de parler d'incertitude, mais je veux dire, l'expertise scientifique sur laquelle s'assoit la modélisation est un élément important, et il est d'autant plus important qu'elle puisse s'asseoir sur des données qui sont stabilisées et partagées par l'ensemble de la communauté scientifique. Ça, c'est un élément de base qui est vraiment important, et donc c'est pour ça que je rends hommage à tous les travaux que vous faites, parce qu'on a vraiment besoin effectivement de ça. Deuxième élément, ou troisième élément, c'est arriver à faire passer la compréhension, vous le disiez, Monsieur Ham, par rapport au maire de la Faute-sur-Mer, sur des sujets qui sont complexes. Et donc, il y a une nécessité de développer la pédagogie je veux dire, sur ces sujets-là. On voit bien nos services qui sont à la manœuvre auprès des préfets sur le terrain
pour expliquer, on a vu quelques vidéos tout à l'heure, de phénomènes de rupture ou de surverse de digues ou je veux dire de surverse de dunes. On voit bien qu'on a besoin de progresser, je le reconnais, de progresser sur l'explication, la pédagogie des phénomènes pour véritablement faire prendre conscience aux élus qu'il y a vraiment un risque, qu'il y a vraiment un sujet. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point important, c'est, je dirais, le terme qualité. Mais enfin, plus on a une modélisation, je dirais, qui est de qualité, plus on arrive effectivement à faire en sorte que, en soulignant cependant, et je m'arrêterai là au moins à ce stade, c'est qu'en règle générale, les grands bureaux d'études qui interviennent sur ce genre de sujet, ils ont des modèles qui sont à peu ou prou, à peu près entre guillemets de même qualité. Je veux dire, si on rentre, je veux dire, les mêmes données, je veux dire, en entrée, en règle générale, les résultats, dès lors que les hypothèses sont à peu près les mêmes, les résultats sont pas très éloignés. Je le dis parce qu'effectivement, on a une tendance de la part de certaines collectivités, et ça a été le cas d'ailleurs sur l'île de Ré, de faire des contre-expertises. Et ça, c'est effectivement un vrai sujet. Il faudra d'ailleurs peut-être qu'on en reparle à l'occasion avec les bureaux d'études pour voir comment on peut effectivement gérer collectivement cet aspect-là. Mais pour terminer mon propos, vraiment, il y a un élément important qui est la pédagogie vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des acteurs, vis-à-vis des élus, pour essayer de se comprendre du mieux possible par rapport à ces sujets, effectivement, aux enjeux importants. Alors justement, il y a des endroits où ça marche. Pascal Mallet, vous animez depuis 2012 la commission technique d'études et d'évaluation des surcotes marines de l'estuaire de la Seine. Alors vous dites qu'il faut savoir pour agir et agir ensemble pour savoir. Donc on est bien au cœur du débat là. Merci. Oui, lourde charge que de représenter l'estuaire de la Seine. Donc nous sommes les représentants quelque part d'un territoire qui s'est posé des questions et qui commence à réfléchir sur ces questions-là. Je reviendrai peut-être sur votre question sur le progrès, la notion de progrès. Effectivement, on le voit bien sur les connaissances, et RefMarc 2016 en est une illustration, on progresse dans beaucoup de domaines, ce qui pose encore des centaines de questions, d'ailleurs on s'en rend bien compte, mais globalement on progresse. Par ailleurs, la législation a évolué. Haroun Taziev disait la législation a 2 catastrophes de retard. On doit en retirer un certain nombre d'expériences. Et l'ensemble des territoires se questionnent par rapport à ces problématiques-là. Et il y a un véritable enjeu sur les territoires locaux qui ont été pointés avec les exemples qu'on a pu voir ensemble. Et aujourd'hui, quelque part, je vous ferai un retour d'expérience d'une initiative qui a été prise sur l'estuaire de la Seine, qui est une initiative de co-construction d'un travail entre les sciences et la gestion des risques. Par les décideurs, par les gestionnaires du territoire qui sont multiples. Et au travers d'une association qu'on a créée, quand je dis on, j'en suis un humble technicien représentant, bien entendu ce sont des décideurs politiques qui ont créé sur l'embouchure de la Seine une association pour se mettre tous autour de la table, les industriels, les collectivités, l'université, le grand port maritime du Havre, pour travailler sur toutes ces problématiques qui nous sont communes. Et a émergé effectivement rapidement une problématique sur côte marine, et on m'a confié l'animation de ce travail, sachant que je suis positionné dans la communauté d'agglomération havraise qui travaillait déjà sur ces questions-là. Et la réflexion qu'on a eue, c'est de se dire, commençons par construire une connaissance, mais construisons-la ensemble. Et on a donc un collectif d'acteurs volontaristes, mais du territoire, c'est-à-dire des gens qui sont ancrés dans des problématiques de gestion de territoire. Je les ai déjà cités, mais on a également invité à venir autour de cette table un collectif de recherche. Donc le collectif de recherche, c'est d'abord le CEREMA avec le laboratoire d'hydraulique de Saint-Venant. Je citerai Philippe Sergent et Vanessa Laborie qui ont beaucoup travaillé sur ces problématiques-là avec le laboratoire d'hydraulique de Saint-Venant. Météo France et Denis Paradis qui est à la table ronde était un de nos confrères qui nous a apporté effectivement toute une expertise sur la problématique de la modélisation des problématiques météorologiques. Les universités, l'Université du Havre, on a également un partenariat avec l'Université de Tours et le GIPC Naval. Je vais forcément en oublier, mais l'essentiel des partenaires de recherche sont ici. Et l'idée, ça a été de
poser la mise à l'agenda de cette question surcote. Et l'enjeu, ça a été que tout le monde se l'approprie et qu'on construise ensemble. Ce qui fait qu'à la fin de l'élaboration d'un certain nombre de connaissances, on les a partagées et on les a construites. Ce qui est différent d'une démarche qui descend, on va dire, du global vers le local et qui, effectivement, parfois, d'un point de vue administratif, est douloureuse pour les territoires, moyennant qu'il faut quand même gérer ces problématiques de risque. Est-ce que j'ai commencé à répondre à la question? Oui, oui, absolument. Mais alors du coup, est-ce que vous arrivez à dépasser ces craintes des décideurs pour agir? Et est-ce que vous avez des exemples concrets de liens entre études produites et actions derrière? Voilà, tout à fait. Alors, ce qu'on a fait avec cette commission, l'avantage d'une association, c'est que c'est un cadre qui est relativement souple, où tous les acteurs peuvent s'exprimer, et d'ailleurs s'expriment. Et on a décloisonné la problématique qui a été citée et qui est importante, qui est la problématique de la prévention de l'aménagement et de l'urbanisme avec l'outil PPR. On l'a intégré dans une démarche plus globale, d'ailleurs qui est conforme à l'esprit de la directive inondation, c'est-à-dire d'envisager les différents niveaux d'aléas, des aléas fréquents, moyens ou extrêmes, mais également les réponses qu'on apporte dans le territoire. Bien sûr, le volet prévention est extrêmement important, et par exemple, on a un PPR littoral qui est prescrit sur l'embouchure de la Seine, et dans lequel les membres de l'Office des risques participent, le Grand Port Maritime, 2 intercommunalités et l'État. On s'est tous groupés autour d'une table pour avoir cette démarche collective. Donc on voit bien que des acteurs de l'État, des collectivités et d'un grand port maritime travaillent ensemble sur ces problématiques-là. Mais ça dépasse bien le problème de la prévention qui est extrêmement importante, mais qui a des temps, on va dire, de mise en place qui sont relativement longs par rapport au territoire. Et donc, par ailleurs, on a bien identifié également une problématique qui a été citée, qui a été abordée, question des mesures organisationnelles. C'est-à-dire que la capacité d'un territoire à répondre à un événement dans les quelques heures, voire les quelques minutes avant certains événements. Et donc, ce volet mesures organisationnelles est extrêmement important. Et malheureusement, quand on analyse un petit peu dans le détail les accidents qui ont pu avoir lieu dans le passé, une grande partie de la réponse aurait pu être traitée via la mise en place de mesures organisationnelles les plus opérationnelles possibles. Sachant qu'on travaille tous ensemble. On est obligé de travailler, enfin obligé, et c'est une chance de pouvoir travailler tous ensemble. On parle bien sûr des mesures structurelles, avec quid des protections actuelles, quid de l'élévation du niveau de la mer, quid de la résistance de ces mesures, de ces dispositifs structurels, digues, murets, etc. Et on a participé avec le CEREMA au projet Sao Paulo, que probablement pas mal de collègues connaissent, justement sur l'étude de la tenue de ces ouvrages et également des options qu'on pourra avoir pour les faire évoluer. Merci. Denis Paradis, j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire du doute. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui, même vous, par rapport à cette alerte vigilance, pèse sur le niveau d'alerte lancé et la façon dont c'est appréhendé Oui, alors effectivement, on peut prendre l'exemple de Xynthia, où en fait, à peu près une semaine à l'avance, on sentait qu'une tempête allait arriver avec les différents modèles. Mais il a fallu attendre quasiment 36 heures avant la tempête elle-même pour qu'on ait une idée précise sur comment sera la tempête, quelle sera sa trajectoire, quelle sera son intensité. Et donc il a fallu attendre 36 heures avant la tempête pour que les modèles convergent à peu près et qu'on se décide pour choisir telle ou telle solution. Donc le doute atmosphérique, sur le forçage atmosphérique, le vent, la pression, existe régulièrement. Et donc ça s'est présenté pour Xynthia, ça se représente régulièrement pour beaucoup de tempêtes, même si certaines sont beaucoup plus prédictibles que d'autres. Il y en aura où l'incertitude sera telle qu'on ne pourra pas prédire sur quoi avec suffisante précision. Et quand bien même on aurait un modèle extra précis, au mètre près. Mais ça, c'est un frein à l'action quand même, non? Alors, on développe des outils, justement, des outils. Alors, on parle de prévision d'ensemble, par exemple, qui consiste à essayer de modéliser l'incertitude au travers de différents membres. Donc, chaque trajectoire est étudiée et modélisée. Et après ça, derrière, on a une probabilité comme ça d'occurrence d'une surcote de 2 mètres, de 2,50 mètres, de 3 mètres. Et on maîtrise mieux ce qui va arriver.
ou tout du moins on peut en tout cas mettre en alerte en affichant la confiance que l'on a sur cette prévision-là. Rodrigo Pedreros, comment est-ce que selon vous, vous qui êtes aussi dans la recherche, vous pourriez aller plus loin pour être plus efficace ? Parce que c'est ça quand même. Hein. On fait déjà deux façons. En fait, déjà, il faut qu'on apprenne à mieux travailler ensemble, je pense encore. Des journées comme celle-là peuvent le permettre. Il y a aussi, même s'il y a pas mal au niveau d'observation, il y a des manques en fait. On a des observations côtières qui sont précises au niveau des ports, mais qui ne sont pas forcément représentatives de ce qui arrive sur le littoral adjacent. Donc on doit faire des hypothèses. Donc il faudrait, donc il y a un certain effet technique d'arriver à avoir des mesures plutôt pérennes en dehors des ports et plus au large, en tout cas au-delà de la zone de déferlement des vagues, pour pouvoir décomposer et mieux comprendre les phénomènes, mais pas que. Il y a des choses à trouver pour diminuer les coûts, par exemple pour les tsunamimètres. Il en manque un peu partout, dans la Méditerranée, par exemple, et on ne le fait pas à cause du coût, alors que c'est quelque chose d'indispensable. Déjà, donc, il faut travailler plus ensemble, améliorer notre capacité à mesurer pour mieux comprendre et pour mieux alerter. Mais un autre point aussi, il faut que notre message et envers les personnes soit plus précis. À savoir, il y a quelques années, on disait les hauteurs de vagues au large sont de 8 mètres et la surcote de 2 mètres, bon, au large. Mais ce n'est pas ça qui intéresse les populations. C'est ma commune, mon quartier, etc. Donc on ne doit pas perdre de vue qu'on doit aller vers ça. On commence à avoir les bases de données topographiques, topogrammétriques, ouvrages, une connaissance du littoral, des connaissances en modélisation, le doute météorologique, comme on parlait de Denis. Donc on peut justement faire des simulations d'ensemble. Donc il y a une cinquantaine de simulations. Et jusqu'à maintenant, les systèmes de prévision, justement, on travaille à des mailles, il y a un grand apport, hein, on peut attendre des centaines de mètres. Mais ça n'inonde pas encore, ça ne va pas jusqu'à l'inondation. Donc il faudra aller vers ça. Mais c'est coûteux en temps de calcul, mais il y a des moyens plus pragmatiques de faire. C'est possible, il y a des choses où les Pays-Bas peuvent le faire, sur certains sites en enjeu. Nous-mêmes, on essaie de le faire, pas tout seul évidemment, dans des sites c'est encore plus compliqué au milieu cyclonique à l'île de la Réunion, justement grâce à une collaboration forte avec Météo France La Réunion et le LACIC, le laboratoire des cyclones, où il y a des simulations très haute définition qui sont faites pour bien tenir compte des trajectoires des cyclones, les doutes qu'on a, simuler tout jusqu'à la côte, introduire un facteur très important qu'on le sait, on le quantifie, le setup, que pour l'instant les systèmes ici ne le prennent pas en compte encore. Et même au-delà de ça, l'île de la Réunion, c'est encore plus compliqué. C'est une île haute, on va dire. Donc, la submersion, c'est ça qui nous intéresse, qui intéresse la population. C'est des phénomènes de franchissement par paquet de mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le niveau d'eau moyen. Il est inférieur à la côte des plages. Ce n'est pas ça qui va inonder. C'est l'impact des vagues. Donc, ça, c'est encore plus difficile à faire. Et donc, on doit aller vers ça. Et on peut le faire. On est en train de mettre en place un système opérationnel de prévision de tout ça. Et c'est grâce justement à la fusion des compétences de divers organismes. Luc Ham, même question. C'est-à-dire comment améliorer vos études pour être plus efficaces? Alors, effectivement, nous bénéficions des avancées de la communauté scientifique, bien sûr, que l'on intègre au fur et à mesure. Mais pour répondre à la perplexité dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, on s'est orienté à partir de 2012 vers des simulateurs virtuels. Donc c'est un projet européen dans le cadre du programme 7 de sécurité, qui s'appelle CRISMA, dans lequel on a mis à disposition des Charentes-Maritimes, de la Rochelle et de l'île de Ré, donc un simulateur virtuel qui permet de prendre en compte l'aléa, bien sûr, la submersion, l'inondation, mais aussi
toute la réaction de la population et l'organisation des secours. C'est-à-dire qu'on simule les flux des personnes qui vont être évacuées, les embouteillages quand il y a trop de véhicules, les personnes à pied. On l'a fait aussi en collaboration avec le centre départemental de secours des Charentes. Et parce qu'effectivement, il y a cette pédagogie dont M. Jacquet, cette pédagogie, c'est vrai que la réalité virtuelle, c'est vraiment quelque chose qui permet de tester des scénarios, de prendre des risques, de tester des solutions et de visualiser pendant un épisode de crise eh bien, combien va y avoir de morts, combien de maisons inondées, etc. Et ça marche. Ça commence, voilà, c'est vraiment une action pédagogique. Le prototype est en place, effectivement, à La Rochelle. Reste à voir comment les personnes vont se l'approprier, ils vont réellement, je dirais, jouer avec sérieusement, quoi. Ça, on appelle les serious games, hein, vraiment pour voilà, une des réponses que l'on apporte. Denis Paradis, est-ce qu'on pourrait imaginer un serious game d'alerte vigilance à envoyer chez tous les citoyens ? Oui, bon, on va suivre ça avec attention, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on a du mal à imaginer de faire ça partout sur toute la côte du littoral français, sur l'ensemble du littoral français. C'est des moyens gigantesques qu'il faut mettre en place. Et puis j'en reviens aussi à la sensibilité qu'il y a avec la prévision météorologique. C'est des simulations qui sont extrêmement coûteuses et souvent nos prévisionnistes travaillent avec plusieurs modèles atmosphériques, donc plusieurs solutions, et donc du coup on passe notre temps en fait à lancer des modèles de vagues et des modèles de surcote derrière des modèles atmosphériques de façon à avoir en permanence la solution la plus proche possible de la réalité. Donc ça veut dire qu'on travaille aussi à avoir des systèmes relativement légers que l'on puisse lancer facilement et qui nous donnent une solution qui n'ira pas jusqu'à simuler les évacuations, les inondations, enfin plein d'autres éléments, mais qui apportent en tout cas une information de base dont nos services techniques de l'État ont besoin pour pouvoir derrière déclencher toutes les opérations de secours, évacuation ou mise en position de moyens, etc. Kouadio Salomon Yao, qu'est-ce que vous retenez de ce qui vient d'être dit et qui pourrait vous être utile, que ce soit la conversation qu'on vient d'avoir à l'instant ou ce que vous avez entendu aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez ramener en Côte d'Ivoire? Alors, ce que je retiens de tout ce qui vient d'être dit, c'est plus l'engagement, la collaboration utilisateur des données de la recherche et les chercheurs qui sont un peu plus sur le terrain et l'engagement de l'État généralement dans la gestion de ces problèmes. Alors chez nous, généralement, après 2011, je pense qu'il y a eu peut-être un déclic où l'État prend maintenant en compte les aspects de l'aléa, érosion et submersion dans les projets, généralement au niveau de l'aménagement côtier, avec peut-être la mise en place d'un arrêté interministériel de lutte contre l'érosion côtière. Mais toute cette dynamique-là s'inscrit dans une tendance régionale au niveau de l'UEMOA, qui a pris en compte un programme régional de lutte contre l'érosion côtière, dont la conférence des ministres a adopté à Cotonou en 2007. Et en 2010, déjà, il y a un premier schéma directeur qui a été déjà élaboré. Et il reste encore d'autres aspects comme des études d'exécution d'ouvrages et des études de travaux d'aménagement. Alors, effectivement, ce qu'on peut retenir et avoir comme transfert de compétences au niveau de nos États, c'est d'instruire nos États à encourager la recherche dans la prévision de ces événements qui ont vraiment un impact important sur généralement tout ce qu'il y a comme aménagement au niveau du front de mer. Voilà, c'est ce que je peux retenir et c'est ce qu'on peut conseiller déjà à nos autorités, ce qui est déjà fait. Mais au moins, avec tout ce qu'on a enregistré, on peut faire encore un retour d'expérience pour leur dire que le problème est crucial. Et même dans les pays les plus développés, on s'attelle toujours à faire de la recherche pour pouvoir prédire tous ces événements exceptionnels.
Alors, j'aimerais juste, avant qu'on donne la parole à la salle, vous demander un peu aux uns et aux autres quels sont pour vous les défis immédiats. Pascal Malek, vous nous avez dit que ça marchait plutôt bien, qu'il y avait une vraie synergie entre les différents acteurs. Maintenant, j'imagine que vous voulez aller encore plus loin. Alors, quels sont les chantiers, j'ai envie de dire, des prochains mois? Donc, merci. Donc oui, on a élaboré un ensemble de stratégies, de pistes de stratégie qu'on est en train de mettre en place avec les différents acteurs. Alors, j'en ai déjà parlé des collaborations avec les services de l'État sur des études complémentaires, puisque des études, on en a encore besoin. Et puis, on passe dans le vif du sujet, c'est-à-dire notamment sur comment le territoire s'adapte. Notamment, très concrètement, en commençant à regarder des diagnostics de vulnérabilité sur les enjeux. On a beaucoup parlé de l'aléa. Bien entendu, dans le risque, on va prendre la composante enjeu et on va identifier les acteurs qui sont gestionnaires de ces enjeux pour regarder avec eux comment on peut avancer pour se rendre résilient un bâtiment, rendre résilient une route, rendre résilient un territoire globalement, y compris les activités économiques. Donc on a déjà engagé, et là on est dedans, on est en train de mouliner là-dessus avec les différents acteurs que je vous ai déjà cités, sur des diagnostics de vulnérabilité. Ce qui est intéressant, c'est de travailler avec une phase d'autodiagnostic, c'est-à-dire je vous parlais d'un terme qui est central chez nous, qui s'appelle l'appropriation. C'est-à-dire que c'est un vrai travail collectif, et approprier, c'est pas nous qui venons avec une sorte de savoir et qui imposons comme ça une vision. Et donc ce travail est en cours, par exemple avec les services de l'intercommunalité, dans le domaine par exemple de l'eau. Un enjeu extrêmement important. On vise bien entendu à faire en sorte que l'aléa ait l'impact le moins important possible. On sait que sur certains secteurs, il y aura des inondations, et donc on pourra mettre en sécurité des installations pour le plus rapidement possible faire ce qu'on appelle du retour à la normale, et que la société puisse refonctionner le plus rapidement possible avec des dégâts qui soient les moins importants possibles. Donc c'est un exemple sur l'intercommunalité. On a également des travaux avec le Grand Port Maritime, qui est spatialement, économiquement, en termes d'infrastructure, est un acteur majeur de l'estuaire de la Seine, pour travailler sur cette problématique également de la vulnérabilité sur certains secteurs qui pourraient éventuellement être impactés. Merci. Rodrigo Pedreros au BRGM. Quels sont les chantiers, là, les défis immédiats par rapport à ces enjeux? Mais on peut tous converger vers on va dire, travailler, œuvrer pour l'appropriation, l'acceptation du risque par les populations. C'est vraiment le sujet transversal apparemment. Hein. Oui, difficulté de l'appropriation. En fait, vraiment, nous sommes très contents qu'aujourd'hui, par exemple, il y ait des historiens qui sont venus nous montrer ce qui est passé, prendre recul. On a besoin de prendre recul sur notre territoire. Et donc ça, c'est très important. Donc le contact, enfin, est établi entre, on va dire, les sciences dures et l'histoire, on va dire, caricaturée. Mais c'est fait. Mais en plus, il y a des présentations tout à l'heure qui ont montré comment ces données historiques peuvent être intégrées dans un modèle mathématique, on va dire, complexe, et qui nous servent beaucoup. Donc ça, c'est très, très important. Pour nous, cette appropriation du risque. Mais ça passe aussi... ce risque-là, il faut le faire vivre. Comment? En fait, il faut reconstituer les éléments historiques avec les outils de maintenant, rendre ça disponible à tous par bien des sites internet ou autres, des plateformes. Mais aussi, quand on fait des PPRL, par exemple, là, on est confronté, on a eu un peu plus de chance qu'Artelia à l'île de Ré, mais on a aussi des relations parfois conflictuelles qui s'est résolu plus ou moins, c'est en train de se résoudre de façon plus intelligente, à savoir, au lieu de payer une tierce expertise, plutôt payer quelqu'un pour qu'il suive toutes nos études et qu'on puisse être transparent et vous informe au jour le jour ce qu'on fait, quelles sont les hypothèses, qu'on ne cherche pas à vous berner, à vous faire construire pour vous faire plaisir en fait. C'est parce que l'ALIA est là et voilà. Donc il faut qu'on apprenne à mieux communiquer, à mieux partager et à mieux discuter avec les habitants du littoral. Merci. Luc Ham.
Eh bien, nous essayons de relever des défis des données historiques, puisque il faut ensuite, à partir des observations du passé, quantifier. Puisqu'on en arrive toujours à des chiffres, on est des ingénieurs, donc on finit par avoir des chiffres, et donc on a un travail de thèse actuellement sur la prise en compte de ces données historiques, d'estimation des événements extrêmes. Et on a aussi ce que disait Patrick Hérault, c'est-à-dire d'aller vers le local, c'est-à-dire de mettre en œuvre des modélisations à l'échelle de la rue, de l'immeuble, de façon à ce que les personnes puissent se reconnaître. C'est toujours dans cette idée aussi de réalité virtuelle, c'est-à-dire d'arriver à être suffisamment fin pour que la personne sur le terrain se reconnaisse dans toutes ces abstractions, qu'on les rende concrètes. Voilà les deux pistes que nous suivons. Denis Paradis, vous aussi, c'est ça le défi, c'est de réduire l'échelle pour la vigilance? Alors, l'échelle, on a vu qu'il y avait quelques limites aussi à aller trop vers cette échelle. Je pense que cette petite échelle, en fait, elle est abordable à froid pour des études, pour préparer des plans de prévention des risques littoraux. Parce qu'on a le temps, parce que voilà, c'est des outils que l'on peut mettre en place et caler comme il le convient. À chaud, lors de l'alerte, c'est plus trop le cas. Par contre, moi, je voulais mettre en avant un mot, c'était interaction. Donc, interaction entre organismes, justement pour avancer en prenant le meilleur dans chaque organisme. Là, avec le projet homonyme, on a l'exemple avec donc Météo France et le CHOM qui se sont associés pour construire un système, et tout ceci sous la houlette de la DGPR. Mais voilà, ces collaborations se poursuivent sur bien d'autres sujets. On parlait de la réunion avec le BRGM. Donc, interagir entre les différents organismes de manière à ce que chacun puisse apporter ses compétences. Et puis aussi, interaction au niveau des modèles. Dès qu'on en parle de plus en plus, nous, on n'a pas encore une solution opérationnelle. Mais on sent que plus on veut affiner la réponse en temps réel, plus il est maintenant important de raffiner et puis donc de faire interagir les modèles de vagues et les modèles de surcote, les modèles de courant, les modèles atmosphériques. Et on va bientôt peut-être vers des systèmes extrêmement complexes qui vont mobiliser beaucoup de moyens parce que voilà, il faut que ça reste opérationnel, il faut que ça puisse tourner en tout temps, en prenant en compte encore une fois l'incertitude aussi qu'il y a derrière l'ensemble de ces paramètres. Marc Jacquet, appropriation, interaction, c'est ça les défis 2016 ? C'est effectivement ça. Je rappellerai les mots de la ministre lorsqu'elle a présenté la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation en juillet 2014. Elle a eu notamment, elle a souligné qu'il fallait anticiper pour agir sur tous les territoires concernés. Et pour anticiper et agir, c'est vrai que la connaissance, j'y reviens vraiment, est un élément clé. On essaye de développer, et beaucoup de collectivités s'engagent sur ce qu'on appelle notamment les programmes d'action de prévention des inondations. Parallèlement, d'ici à fin 2016, je le disais tout à l'heure, sur 122 territoires à risque important, des stratégies locales de gestion du risque d'inondation doivent être élaborées, et en premier lieu, bien évidemment, par les acteurs locaux, que sont tout prioritairement les collectivités locales. Et pour pouvoir construire, je dirais, ces réflexions, et au-delà de ces réflexions, je veux dire, des opérations concrètes, je veux dire, les stratégies locales, c'est sur un territoire, définir clairement, je veux dire, quelles sont les priorités, je veux dire, dans la politique de prévention du risque inondation, et là, en l'espèce du risque de submersion marine. On voit bien que la connaissance, je veux dire, permet de pouvoir, ça a été dit tout à l'heure, converger sur, je dirais, un référent partagé, permet de mieux asseoir une pédagogie, je reprends ce terme parce que c'est vraiment important, permet de faciliter la concertation dès lors qu'on est d'accord sur les données de base, permet de passer effectivement à la construction du projet et non pas, entre guillemets, s'étriper sur les références à retenir. Et puis ça permet aussi, je pense, de mieux asseoir, parce que pour les élus, pour les services de l'État aussi, pour les préfets, je veux dire, il y a un élément important aussi qui est la responsabilité. Puisque derrière, puisqu'on parle de risque, je veux dire, derrière tous ces travaux, je veux dire, la connaissance permet
je dirais, de resserrer et donc de mieux appréhender et de mieux à la fois prévoir et de mieux concevoir des dispositifs qui permettent d'anticiper les risques et de mettre du mieux possible en sécurité les populations ou prévenir l'ensemble, notamment avec des plans d'évacuation si nécessaire. Donc voilà, donc vraiment je voulais bien souligner que l'attente, je veux dire, très concrète et l'État, enfin les différents ministères, notamment le ministère de l'écologie, je veux dire, a un certain nombre de contrats avec un certain nombre d'opérateurs de recherche qui sont ici dans la salle pour pouvoir effectivement avancer sur cette connaissance scientifique pour améliorer et donc pouvoir anticiper et assurer du mieux possible la prévention, la protection des populations et puis aussi pour conjuguer du mieux possible, notre collègue du Havre l'a souligné, conjuguer du mieux possible la prise en compte des risques avec l'aménagement et le développement légitime, bien sûr, des territoires. Merci. Alors la parole est à vous maintenant, si vous voulez.